sujet de thèse du coup de Nicolas Querini porte sur Nietzsche et Platon et son intervention s'intitule Connaissance de soi et devenir soi chez Nietzsche. Donc Nicolas Querini, sa thèse s'intitule De la connaissance de soi et devenir soi, Platon-Nietzsche. Donc c'est une thèse en philosophie sous la direction de Anne Merker et Paolo Diorio qui a été soutenue en octobre 2020 à l'Université de Strasbourg. Du coup, troisième intervention de la session Nietzsche en dialogue. On a Nicolas Querini qui va nous faire une intervention qui s'appelle Connaissance de soi et devenir soi chez Nietzsche, en reprécisant que dans la thèse, du coup, tu parles de Nietzsche et Platon. Oui, Voilà. merci, merci Pierre. Merci déjà pour l'invitation. Merci aux servitudes nietzschéennes. Effectivement, j'ai compris qu'il y avait une certaine demande sur Platon, mais je l'avais pas du tout compris au départ, parce que je pense qu'avec Rondine, on s'est pas compris. D'ailleurs, je te remercie encore Rondine pour l'invitation. Et dans mon souvenir, Rondine m'a pas précisé que c'était pour participer. D'accord, ok, voilà. Bref, du coup, j'avais pas compris qu'on m'attendait sur Nietzsche et Platon. Donc, je vais dire deux mots de Nietzsche et Platon au tout début et à la fin. En fait, je vais surtout effectivement parler de Nietzsche parce que je pensais que c'était vraiment ça le but du colloque. Et je m'excuse en plus parce que j'ai eu vraiment beaucoup de boulot dernièrement. Je suis parti un peu à l'arrache, c'était un peu le chaos, même si, comme dirait Nietzsche, il faut remettre un peu de maîtrise là-dedans. Et donc, j'ai oublié mon exemplier que j'avais photocopié, donc j'ai pas mes textes. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est des textes assez connus pour la plupart. Et puis pour les fragments posthumes, je pourrais vous donner les. Oui, avec les marâtres, le Nietzsche en prière. Bah, moi je les ai, mais en fait, si vous y arrivez, bah, de toute façon, c'est la fin, surtout les deux sur lesquels je vais m'attarder, c'est la fin de la deuxième inactuelle. Donc oui, on peut projeter celui-là en fond, et puis ça sera très bien. Et si je parle un peu de la troisième, si j'ai le temps, c'est pas sûr. Et donc voilà, on y va. Alors, mon point de départ, donc à l'occasion duquel je vais articuler quand même Nietzsche et Platon rapidement, mais donc je vais effectivement me centrer sur Nietzsche. Mon point de départ, c'est un peu celui de ma thèse, hein, c'était l'idée que si effectivement le geste de Socrate avait tenu au fait de ramener la philosophie de la connaissance de la nature, hein, comme le faisaient les présocratiques, vers l'éthique, que Platon avait été fidèle à celui-ci dans la mesure où il avait fait de la connaissance de soi le point de départ nécessaire pour l'éthique et même pour la philosophie tout entière. Et donc dans ma thèse, hein, j'ai travaillé à nuancer en fait la distance entre Nietzsche et Platon, en montrant d'abord à propos du second que si la connaissance de soi nous fait entrer dans une perspective pleinement philosophique, hein, la véritable compréhension de ce qu'elle implique fait de cet impératif bien autre chose qu'une échelle qu'on pourrait écarter une fois qu'on aurait grimpé, et qu'elle commande en fait selon nous tout au contraire l'ensemble de la perspective philosophique, puisqu'elle débouche ultimement donc chez Platon hein, sur une connaissance du divin auquel l'homme doit s'apparenter, et que la connaissance de soi donc est en fait reconnaissant du divin en soi, travail sur soi, yoga ce modèle, etc. Et donc, sans faire de ce retour réflexif, si vous voulez, le problème central des dialogues, hein, j'ai estimé donc qu'il n'était pas simplement un point d'entrée dans la philosophie, mais qu'il était également le télos, hein, la visée de toute vie humaine qui se prend en charge, conformément à l'adage socratique connu de l'apologie, selon lequel une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Alors, je vais super vite hein, sur Platon, je suis désolé, mais c'était vraiment pour dire que j'en disais quand même quelques mots. Et donc, si la connaissance de soi est sans aucun doute au fondement de l'éthique de Platon, et peut-être même de sa philosophie tout court, on peut avoir l'impression, à première vue, que cette dimension est totalement absente de ce que j'appellerais l'éthique, quand même, pour aller vite, nietzschéenne. De toute façon, Clément Berthaud n'est plus là pour m'attaquer sur ça, donc c'est pas grave. Et peut-être même que Nietzsche en prend donc le contre-pied. Et ainsi, dans la formule célèbre hein, du philosophe allemand, qui concentre, selon nous, son éthique, deviens ce que tu es, la dimension de l'action apparaît bien davantage, hein, puisqu'il n'est question que de devenir celui que l'on est. Plus encore, on peut penser que l'absence de la connaissance de soi dans un tel processus est thématisée comme telle par le philosophe, puisque Nietzsche, qui se réapproprie ici le mot de Pindare, omet la fin du vers de la deuxième Pitique dans lequel elle figure, le poète écrivant pour lui-même un genoios et simatone, ce que l'on peut rendre par deviens ce que tu es l'ayant appris. Il semble donc que, chez le philosophe allemand, l'impératif de la connaissance de soi doive s'effacer au profit du seul devenir soi. Et à partir de cette première considération, on serait tenté de penser que l'éthique nietzschéenne se construit comme un symétrique inversé par rapport à celle de Platon, et que, si on veut aller vite, Nietzsche renverserait le platonisme aussi de ce point de vue-là.
Afin de marquer ce renversement, tel qu'il serait effectué par Nietzsche, on insistera d'abord sur le fait que le philosophe allemand est un auteur particulièrement critique à l'égard de l'entreprise de la connaissance de soi. Mais il nous faut déjà préciser qu'il est surtout à l'égard de l'idée que l'on pourrait se connaître aisément et que une connaissance de soi serait possible de manière objective. Donc cependant, à côté de ce congédiement de la connaissance de soi d'un point de vue gnoséologique, il faut voir comment Nietzsche critique cet impératif aussi et surtout d'un point de vue pratique. Au moment de l'écriture de Par de la bien et mal, dans un texte assez connu, Nietzsche va voir dans la connaissance de soi une injonction morale, ou en tout cas un précepte solidaire de la morale, qu'il critiquera alors de manière acerbe. Et la connaissance de soi serait, selon lui, devenue le principe de notre humanité, au sens grec d'arché, puisque c'en est à la fois le commencement et le commandement, ce qui commande la nécessité. Ce qui, d'une certaine manière, rejoint l'éthique, la philosophie de Platon, mais évidemment avec une toute autre évaluation. Ainsi donc, si la connaissance de soi est, selon Nietzsche, l'origine de l'ère morale de l'humanité, comme le dit Par de la bien et mal, c'est que l'homme donc s'est constitué effectivement comme un être moral à partir de cet impératif. Et donc Nietzsche explique que la connaissance de soi opère un changement radical, que la connaissance de soi coïncide avec l'époque morale de l'humanité parce que la norme d'évaluation change et qu'elle est désormais ramenée à la source de l'action. Donc ce que change radicalement, si vous voulez, cette opération de conversion, de retour sur soi, de la conscience, en quoi consiste la connaissance de soi, c'est de juger l'action non plus en fonction de ses conséquences, mais en fonction de la qualité du sujet qui agit. Et bref, pour la première fois, donc c'est l'individu humain qui est jugé ici, et c'est cela qui constitue la naissance de l'époque morale de l'humanité. Nous estimons toutefois, comme je l'ai dit par ailleurs, qu'il ne faudrait pas en rester là vis-à-vis de ce texte, puisque Nietzsche pense bel et bien à partir de là un nouvel approfondissement de l'homme, on en a parlé un peu hier, et donc également une dimension potentiellement positive de la connaissance de soi. Mais donc ce ne sera pas l'objet de ma démonstration d'aujourd'hui, puisque je vais en revenir à la période dite bâloise, au moment où Nietzsche effectivement donne cours à l'université de Bâle, et dans laquelle la connaissance de soi est déjà en fait thématisée de façon ambivalente. Et c'est aussi parce que c'est la période privilégiée dans mon travail de thèse. Et effectivement, de la naissance de la tragédie à la deuxième inactuelle, la connaissance de soi est ce qui risque toujours de tuer la vie, d'empêcher l'action, mais elle peut également être l'occasion pour l'individu de se recentrer sur ses besoins et de les unifier pour retrouver ce que Nietzsche appelle son style, son identité véritable, comme il le fait par rapport à la culture. Et il est d'autant plus intéressant, à mon sens, de relever ce point que, au fond, si la nécessité de l'oubli pour agir est très connue, évidemment, du lectorat nietzschéen, l'appréciation positive de la sentence apollinienne, au cœur même de la deuxième inactuelle, est un peu moins relevée. Donc, premier temps, le danger de la connaissance de soi. Ainsi, donc, Nietzsche théorise-t-il apparemment une contradiction, dès la naissance de la tragédie, entre connaissance et action. La connaissance tue l'action, dit Nietzsche, écrit Nietzsche, parce que l'action exige qu'on se voile dans l'illusion. Et il n'en est pas ainsi simplement par rapport à la sagesse ancienne, si vous voulez, selon laquelle le sage se perdrait en contemplation et donc finirait par ne plus agir. Nietzsche ici en fait critique la connaissance parce qu'elle n'est pas utile à l'action et même qu'une certaine ignorance est nécessaire. Et évidemment, c'est un thème qu'on va retrouver par rapport à la connaissance de soi dans un texte assez connu de Par de la bien et mal, où Nietzsche dira qu'au fond, il importe de ne pas trop se chercher soi-même pour effectivement être en mesure de devenir soi, etc. Ce qu'on retrouve aussi dans Ecce Homo. Et donc, dans une certaine mesure, il faudrait s'illusionner sur soi, pour être capable d'agir, ce qui est évidemment tout à fait contraire à ce que Platon avance, puisque l'illusion sur ce que l'on est et l'ignorance de soi étaient précisément, chez Platon, ce qu'avait perdu Alcibiade dans le dialogue éponyme. Aussi donc, si on connaît les textes célèbres dans lesquels Nietzsche montrera la difficulté, voire l'impossibilité de la connaissance de soi, on voit que ce thème est présent dès la naissance de la tragédie et que le philosophe allait encore plus loin en nous mettant en garde contre celle-ci, puisqu'elle met précisément en danger la vie, ce qui est également donc le propos de la deuxième inactuelle, paragraphe 7, ce qui vit cesse de vivre quand on a achevé de le disséquer. Et au moment de l'écriture de la naissance de la tragédie, on trouve encore un certain nombre de formules insistant sur cette idée, dont une en particulier la précise, c'est le fragment posthume 3.10, qui est avec la naissance de la tragédie. La connaissance parfaite tue l'action, et si elle se rapporte au connaître lui-même, elle se tue elle-même.
On ne peut bouger aucun membre si l'on veut d'abord savoir parfaitement ce qui est requis pour le mouvement d'un membre. Seulement, la connaissance parfaite est impossible et c'est pourquoi l'action est possible. La connaissance est une vis sans fin, chaque fois qu'on la met en jeu commence un infini. Aussi, ne peut-on jamais en venir à l'action. Tout cela ne vaut que de la connaissance consciente. Je meurs dès que je veux prouver les raisons dernières d'un souffle avant de l'exhaler. Et donc, si la connaissance tue l'action, il faut voir que Nietzsche, évidemment, vise avant tout la connaissance qui se fait en vue d'elle-même, donc qui va être déliée effectivement ici, et que cette connaissance en vue d'elle-même est sans fin, puisque l'on peut toujours évidemment connaître davantage, que la connaissance parfaite au sens grec de complète est en effet impossible, de sorte que l'homme qui s'attacherait à connaître parfaitement avant d'agir ne serait jamais en mesure de le faire. La sagesse se retournerait ainsi contre elle-même en menant à l'inaction et à la paralysie. De ce point de vue, la connaissance est effectivement une vis sans fin parce qu'elle tourne en effet à l'infini sur elle-même, c'est-à-dire à vide, ce pourquoi il faudra la repenser en vue de la vie et lui donner ainsi un contenu. Mais on peut également estimer que la vie et l'action impliquent de rester innocent et de ne pas chercher à connaître. Et on retrouve encore cet éloge de l'inconscience vis-à-vis de l'œuvre d'Homère. C'est aussi dans les fragments posthumes, moi je ne vais pas les citer à chaque fois, mais donc si il y en a que vous voulez retrouver, vous pourrez me demander à la fin ou après. À toute création est attaché quelque chose d'obscur, d'élémentaire. La conscience de soi a un bandeau sur les yeux, Homère est aveugle. Cela vaut pour les époques les plus réfléchies. On ne peut guère se faire un concept assez naïf de l'esthétique consciente de l'époque homérique. Tout y est mouvement instinctif. Et c'est Tribe qui est traduit par instinctif. La création doit donc se faire à l'aveugle, précisément parce qu'elle est instinctive, à l'image du Dionysiaque, et aussi donc s'il faut voir désormais que la connaissance coïncide avec un certain danger pour la vie, on comprend aisément la critique que Nietzsche adresse à la tendance socratique dans ces années, tendance qui correspond à l'idéal apollinien, et ainsi donc à l'inverse des Grecs dont Nietzsche fait l'éloge, et au lieu de penser la connaissance pour la vie, Socrate pense que la vie ne vaut que pour la connaissance, de sorte qu'il représente une sorte de contre-modèle pour la Grèce. Et donc je cite un passage célèbre, Socrate, abstraitement humain, met en avant le bien de l'individu, la connaissance devient le but de la vie, anéantissement des instincts. Bon, je pourrais en parler aussi pendant longtemps, parce qu'évidemment le portrait de Socrate est aussi une caricature. Vous savez que Nietzsche dit que Socrate est une caricature sous la plume de Platon, il est évidemment, à mon avis, chez Nietzsche aussi, de la même façon que Platon est une caricature, ou en tout cas l'emblème d'un mouvement platonico-chrétien, etc., chez Nietzsche. En fait, Nietzsche a une évaluation nettement plus positive de Platon quand il fait cours dessus, quand il note aussi des choses pour lui-même, etc. par ailleurs, que quand il parle publiquement de Platon. Évidemment, Platon, dans les œuvres publiées, c'est pas simplement Platon, c'est autre chose qui se joue. On peut en parler à la fin si vous voulez. Deuxième temps, donc, la priorité de l'action dans la maxime devient ce que tu es. Et il y a là, évidemment, sans conteste, mais je pense que vous le savez, un héritage de la poésie de Pindare, que Nietzsche assume par ailleurs pleinement. Pindare était le grand poète du dialecte dorien, il versifiait la gloire des vainqueurs aux Jeux, des Jeux olympiques, des Jeux pithiques, des Némènes, des Isthmiques, Jeux qui nous permettent, selon Pindare, de nous mesurer aux autres, au sens propre, de comprendre nos limites, notre supériorité ou notre infériorité. Et Pindare écrit ainsi, c'est à l'épreuve que les mortels se font connaître. Ou encore dans les Isthmiques, venez faire vos preuves au combat, vous qui aurez entendu compter les exploits de la race de Cléonikos, le grand labeur de ces vaillants n'est pas demeuré obscur, et la crainte des grandes dépenses n'a pas troublé le zèle de leurs espoirs. La connaissance de soi suppose, donc chez Pindare, et il y a un certain nombre d'autres textes que j'aurais pu citer de ce point de vue-là, toujours en fait effectivement d'abord l'épreuve. L'épreuve, l'expérience ou la pratique pour pouvoir se faire ensuite. Et c'est par le combat que l'on fait l'expérimentation de soi, que l'on s'éprouve et que l'on donne à autrui la preuve de notre valeur. Et c'est en effet donc à Pindare qu'il revient d'avoir frappé d'une formule restée célèbre, l'injonction à devenir soi, qui énonce plus précisément, donc je l'ai rappelé tout à l'heure, genoi, oios et simatone, que l'on peut rendre par deviens ce que tu as appris à être, deviens ce que tu es l'ayant appris, ou encore deviens tel que tu as appris à être. Et donc, il faut rappeler aussi que dans cette formule, en réalité, c'est déjà une réappropriation de la part de Pindare de la sagesse delphique et de la fameuse formule inscrite sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même. Simplement, Pindare, on le voit bien, insiste davantage sur la dimension active
de l'action, sur la dimension active et quasiment guerrière, hein, pour pouvoir effectivement ensuite apprendre à se connaître. Et donc ce passage, hein, c'est un passage c'est un conseil, si vous voulez, que Pindare adresse à Hiéron, tyran de Syracuse, qui vient de gagner une victoire, et à qui il dit, voilà, maintenant que tu as effectivement fait tes preuves, apprends à te connaître à partir de l'action, à partir de ce que tu as montré, à partir de ce que tu as pu faire par le passé. Et encore que ce point fasse débat aujourd'hui parmi les spécialistes, en fait on n'a pas de certitude là-dessus, le fait que Pindare prononce cette sentence à l'occasion d'une victoire des Jeux Pythiques qui se passe à Delphes est effectivement tout sauf anodin, si tel est bien le cas. Et évidemment, le poète ne peut pas ignorer la formule delphique en l'énonçant, qu'il connaît très bien par ailleurs, hein, puisque c'est vraiment Pindare est extrêmement attaché à Delphes dans sa vie, de manière générale. Et simplement en disant donc Genoios et Simatone, Pindare se réapproprie une sagesse qu'il connaissait de près et pointe en fait le lien avec les jeux. Et donc si Delphes ne serait pas Delphes sans les jeux pythiques, de sorte que le lien entre le temple et ceci, entre la connaissance et l'action, existait déjà pleinement avant Pindare, la formule du poète a toutefois cet avantage sur le gnotisséoton, le connais-toi toi-même, qu'elle conjugue connaissance de soi et devenir soi. Il y a bien un appel à une nature profonde, à une meilleure connaissance de ses ressources, dit Pindare, mais celle-ci ne saurait se révéler sans l'action et l'épreuve. Et de ce point de vue, la formule que reprendra Nietzsche, en la tronquant, est bien en continuité avec la sentence delphique, tout en la biaisant ou en l'orientant, de telle sorte qu'elle conjugue parfaitement théorie et pratique, ou plutôt dans l'ordre pratique et théorie. Et nous pensons ainsi que l'on aurait tort de croire que la dimension de la connaissance est totalement absente du propos nietzschéen au moment des inactuels. Et la troisième va selon nous confirmer notre propos, puisque Nietzsche y écrit « Mais comment nous retrouver nous-mêmes? Comment l'homme peut-il se connaître ?» après avoir insisté sur la dimension, sur la nécessité d'être soi. Aussi donc, puisque Nietzsche est très attentif à l'effet auditif et visuel que son écriture a sur son lecteur, surtout lorsqu'il s'agit d'une formule telle que « deviens qui tu es », nous sommes tout à fait en droit de penser que la concision est également voulue pour que celle-ci soit la plus frappante possible, de sorte qu'il ne convient pas non plus de surinterpréter l'omission du matone, et donc de la réflexion. Cette omission peut être comprise en un sens, à mon avis, quasiment comme esthétique, ou évidemment comme un effet rhétorique, puisque Nietzsche connaît très bien et s'intéresse évidemment beaucoup à la rhétorique, et que évidemment dire moins, c'est aussi dire plus. Et ça, il y a tout un certain nombre de stratégies d'écriture que Nietzsche utilise effectivement à cette fin. Et donc, ça ne signifie pas nécessairement que Nietzsche ne fasse aucun cas de la connaissance de soi, simplement qu'il ne la place pas nécessairement au départ de la dynamique du devenir soi. Et ainsi, Nietzsche ne considère peut-être pas la dimension réflexive comme aussi essentielle que Pindare lui-même, mais nous avons vu que la formule du poète réduisait déjà l'importance de cette réflexivité lorsqu'il reformulait pour Hiéron, mais aussi pour lui-même, la sentence delphique. À ce stade, il semble donc évident que vis-à-vis du problème que j'ai cherché à susciter, Nietzsche est plus proche de Pindare que de Platon, au moins dans la lecture classique que l'on donne de l'Alcibiade, selon laquelle la connaissance de soi serait relayée par le soin de soi. Donc évidemment, je renvoie à la magnitude du sujet, par exemple, de Foucault. Et chez Pindare, si vous voulez, qui donne une place plus importante au devenir soi qu'à la connaissance de soi, il est évident que l'on ne peut prendre conscience de ce que l'on est, et plus encore de qui l'on est, qu'à la condition d'agir en premier lieu. Ce n'est qu'ensuite que le poète, faisant retour sur les actes du héros, lui tend un miroir dans lequel celui-ci peut tenter de déchiffrer qui il est. Mais donc je voudrais montrer désormais que Nietzsche ne renonce pas donc à toute connaissance de soi. Et ce sera donc mon troisième temps, la dimension positive de la connaissance de soi. D'accord, ok, merci. En fait, comme je suis arrivé aussi un petit peu dans des conditions un peu particulières, j'ai pas timé mon intervention, donc j'ai aucune idée de combien. Voilà. C'est pour ça que je surveille ma montre. Donc Nietzsche, merci en tout cas. Nietzsche est certes très critique à l'égard de la connaissance de soi, mais nous pensons qu'il y a également la place dans le devenir soi tel qu'il le théorise, mais aussi tel qu'il le pratique, pour une certaine connaissance de soi conçue comme interprétation de soi.
Et ainsi, nous nous placerons donc vis-à-vis de la sentence delphique dans le sillage d'Héraclite, dans un fragment très connu d'Héraclite, dans lequel celui-ci dit « Le maître à qui appartient l'oracle de Delphes », c'est Apollon, ce maître ne dit ni ne cache rien, il donne des signes. Il donne des signes. Et précisément dans les pages qu'il consacre à Héraclite, Nietzsche reconnaît que le propre du grand homme est le fait de se retourner vers soi et de s'interpréter soi-même, enfin lui-même, plutôt que l'humanité. Héraclite est tellement orgueilleux, selon Nietzsche, qu'il pense être le seul à avoir véritablement compris la signification de la sentence delphique. Alors c'est Nietzsche qui reconstruit Héraclite, au sens où il la ramène en tout cas à lui-même et fait comme si celle-ci n'avait au fond été énoncée que pour lui. Je cite, donc c'est la philosophie à l'époque tragique des Grecs, paragraphe 8. C'est moi-même que j'ai cherché et que j'ai tenté d'interpréter. Donc c'est Nietzsche qui fait parler Héraclite. C'est moi-même que j'ai cherché et que j'ai tenté d'interpréter, disait de lui-même en employant le mot qui définit l'interprétation d'un oracle, comme s'il était le seul, lui et personne d'autre, à véritablement réaliser et accomplir le précepte delphique. Connais-toi toi-même. Donc si vous voulez, l'incroyable orgueil héraclitéen, c'est comme ça que Nietzsche trace son portrait psychologique d'Héraclite, qui est vraiment quelqu'un qui est absolument, qui est marqué par cet orgueil, par cette hubris assumée. L'incroyable orgueil héraclitéen se traduit ici par le fait qu'il ramène la sagesse delphique, traditionnellement comprise comme un idéal de mesure, énoncé pour l'humanité entière, à sa seule personne. Et c'est en s'interprétant ainsi lui-même qu'il en aurait découvert, toujours selon Nietzsche, sa plus grande vérité, vérité qui va aller bien au-delà de lui-même et qui aura une influence sans limite selon Nietzsche, celle de la réalité comme un devenir. Mais à mon sens, le vocabulaire est saisissant aussi, puisque c'est parce qu'il s'est cherché ou interprété qu'Héraclite est parvenu à une certaine connaissance de lui-même. Or, ce choix de terme est selon nous tout à fait pertinent puisqu'il exprime la nécessité pour une connaissance de l'individu, tel qu'il est plongé dans le devenir, de passer par une connaissance de soi qui ne serait pas absolument stable et réifiante, mais qui puisse épouser le mouvement même de ce devenir. La leçon qu'il tire toutefois de cet enseignement sur lui-même concerne ensuite toute l'humanité, mais cela ne signifie certainement pas qu'elle se limite à celle-ci. Et au fond, ce que je veux dire aussi, c'est que si on a raison en fait de rappeler que la sentence delphique, c'est avant tout un avertissement adressé à tout un chacun, vous savez qu'à côté de Gnotisséoton écrit Medénagan, donc il n'y a rien de trop. La connaissance de soi, c'est comprendre effectivement qu'il y a une mesure humaine, qu'il y a une condition humaine et une condition divine, et qu'il ne faut pas se prendre pour des dieux, etc. Donc appel à éviter l'hubris. Donc au fond, on a souvent, effectivement, enfin, on rappelle souvent, et on a raison, de rappeler que c'est un avertissement adressé à tout un chacun, de ne pas oublier la condition humaine et ses limites, et que c'est certainement pas une invitation à l'introspection, comme parfois on le retrouve dans des conférences aujourd'hui sur la connaissance de soi, qui lit effectivement ça à Delphes, alors que ça n'a rien à voir, mais on aurait tort d'oublier qu'au fond, elle s'adresse quand même à un individu qui la lit sur le fronton du temple. Et donc c'est pas quelque chose qui ne devrait pas non plus être interprété, puisque c'est bien ce dont il est question à Delphes, pour soi, d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, Héraclite ne fait pas une faute. En tout cas, Héraclite tel que le pense Nietzsche, à mon sens. J'en suis où? Donc, c'est bien à propos de lui-même en tant qu'individu qu'Héraclite réinterprète la sentence delphique, de sorte que les deux impératifs qui nous intéressent, donc connais-toi toi-même et deviens ce que tu es, s'adressent bien aussi et même d'abord, en fait, à l'individu. C'est bien à un tu que la connaissance de soi s'adresse, et c'est bien aussi chacun qui devra trouver sa vocation, selon Nietzsche. Nietzsche demande au jeune individu quelle est ta tâche, ton rôle, ta mission. Et on trouve notamment ça comme thématique dans la troisième considération inactuelle. Le soi doit se libérer de toute tâche qui n'est pas sienne, de toute fonction qui l'excède et le détermine de l'extérieur. Comme l'écrit encore Nietzsche, c'est aussi donc des fragments posthumes de cette période que je vais lire là. Pourquoi les hommes existent? Pourquoi l'homme existe? Cela ne doit pas nous inquiéter. Mais pourquoi tu existes toi? Voilà ce que tu dois te demander. Et si tu ne peux trouver de réponse, donne-toi toi-même tes propres buts, des buts nobles et élevés, et meurs-en. Je ne connais pas de meilleur but que de mourir pour quelque chose de grand et d'impossible.
Et donc le grand homme saura faire fi de ce qui n'est pas lui et suivre sa voie. Je cite à nouveau, à chaque époque, sa manière d'être, peu importe ce que tu es. L'homme, dès lors, se déterminera selon son ethos, pour le mauvais ou pour le bon, c'est-à-dire le grand. Suivez librement votre voie, mais suivez-la dangereusement, sans être tenu en lisière. Et on retrouvera de manière encore plus nette dans le Gai Savoir, paragraphe 99, « Cette vie qui crie à chacun de nous, sois un homme et ne suis pas ma voix, mais la tienne, répète Nietzsche. Donc on sent bien, si vous voulez, qu'il y a une tension dans l'idée même de vocation, puisqu'il y a peut-être quelque chose comme une vocation humaine, quelque chose que chaque être humain doit accomplir pour lui, afin de mener une vie réussie. Mais il y a un véritable danger aussi d'être tenu par quelque chose de plus grand que soi, de se fuir soi-même dans un idéal plus grand que soi, et ainsi de ne pas accomplir une vocation qui serait proprement individuelle. On voit ainsi que la connaissance de soi au niveau individuel et la connaissance de l'être humain peuvent entrer en contradiction. Cette tension était déjà comprise dans la sentence delphique, du moins telle qu'elle a été reçue traditionnellement, s'il fallait y entendre « comprends quelle est la condition humaine », puisque l'oracle de Delphes disait « connais-toi toi-même » et s'adressait donc à un tu. La connaissance de soi telle que nous y invite l'oracle de Delphes est ainsi, selon Nietzsche, interprétant Héraclite, une connaissance du soi et non de l'homme. Certes, dans l'aphorisme 335 du Gai Savoir, Nietzsche écrira que très rares sont ceux qui parviennent à se connaître eux-mêmes, d'abord parce que la plupart des hommes ne le cherchent pas, et ce pourquoi la sentence « connais-toi toi-même », je cite Nietzsche, proférée par un dieu, Apollon, et adressée à des hommes, est presque une méchanceté. On va voir comment en fait ce motif est complètement en fait inversé dans la deuxième ligne actuelle. C'est presque une méchanceté ici parce qu'il s'agit d'un impératif difficile à soutenir et qu'en réalité en fait il n'y a pas de connaissance objective de soi, etc. Et qu'en fait ça fait mal évidemment. Et ce qu'on retrouve aussi avec le problème de cette formule qui est régulière chez Nietzsche, sur le fait que chacun est à soi-même le plus éloigné. Donc, de toute façon, c'est un impératif très difficile. Mais au fond, on peut penser aussi que d'une certaine manière, tout est dans le presque. Puisque si une vie, au fond, qui ne prend pas le temps de faire retour sur soi, de connaître ce qu'elle peut accomplir de meilleur, est une vie ratée. J'y reviendrai peut-être à la fin si j'ai le temps. Si au contraire, en fait, on entrevoit de par cette connaissance que l'on peut devenir, ce que l'on peut devenir, il y a peut-être la place, chez Nietzsche aussi, pour une connaissance de soi conçue comme une activité dynamisante qui nous oriente immédiatement vers un devenir soi. Et cette connaissance devrait alors garder une dimension de flou, parce qu'elle ne veut pas devenir une connaissance objective, mais une connaissance où sont liés le soi actuel et les limites du soi, l'horizon de ce soi que l'on peut devenir. Et il s'agirait donc de s'interpréter soi-même davantage que de se connaître au sens strict. Il nous paraît en tout cas indéniable qu'une telle connaissance de soi puisse venir dans un second temps, comme chez Pindare, comprendre le chemin parcouru et donner une certaine unité au soi en interprétant celui-ci. Et c'est la lecture que je propose d'Ecce Homo dans un article apparaît dans la Cahiers philosophiques de Strasbourg. Mais quand on repart effectivement même de ce que dit Nietzsche dans les inactuels, enfin à propos des inactuels dans Ecce Homo, il dit bien j'ai accompli ma promesse. Et donc il y a bien le retraçage de l'unité d'une vie, etc., qui ne s'est pas perdu, qui n'est pas allé dans tous les sens. Il y a bien une unité en fait psychologique que Nietzsche arrive à retracer de manière littéraire, certes, mais ici. Et donc, ce que je voudrais donc travailler maintenant, c'est à montrer qu'il y a bien une interprétation, une connaissance de soi comme interprétation déjà présente en germe à l'époque de la naissance de la tragédie et plus encore dans l'inactuel. Dans la naissance de la tragédie et dans la deuxième inactuelle, surtout à la fin, donc l'interprétation de soi coïncide avec une forme de maîtrise de soi. De façon parallèle, la tendance historique est conceptualisée comme une tentative de maîtriser le devenir humain et le chaos. De ce point de vue, on pourra comprendre la connaissance historique comme une connaissance de soi du point de vue de l'humanité, puisque se connaître soi-même, c'est connaître son histoire, l'histoire de la civilisation, etc. Mais quoique Nietzsche soit par ailleurs très critique quant aux excès de la connaissance historique qui stérilise la vie, celle-ci peut également s'avérer très utile, à condition d'être une histoire critique, réappropriable, et non simplement une histoire monumentale ou antiquaire, même si toutes ont leur fonction chez Nietzsche, puisqu'au fond, elle a permis, le bon usage de l'histoire, on le sait, a permis aux Grecs de maîtriser un chaos pulsionnel d'influences diverses qui aurait pu les amener à se perdre. Ce que Nietzsche dit dans un texte qui constitue à toute fin la deuxième considération inactuelle, que je vais citer si j'ai le temps. Si vous pouvez si jamais c'est possible de le mettre, ça serait parfait. Sinon c'est pas grave, je vais le citer rapidement. De toute façon, je parle très vite. Non, vous voyez ? Là, pour le moment, il y a rien.
Non, mais c'est pas grave. C'est la toute fin, en fait. D'accord, très bien. Mais arrivés à ce point final de leur guérison, ils seront redevenus des hommes et ils auront cessé d'être des agrégats qui ressemblent seulement à des hommes. Donc Nietzsche s'adresse à la jeunesse allemande qui doivent en fait réitérer le geste des Grecs. Il ne s'agit pas de revenir à Grèce évidemment, mais de refaire le même geste que les Grecs ont su faire par rapport à leur culture. Et c'est déjà quelque chose. Voici encore des espoirs. Votre cœur ne déborde-t-il pas de joie, vous qui espérez? Et comment arrivons-nous à ce but, me demanderez-vous? Le dieu delphique vous jette, dès le début de votre voyage vers ce but, sa sentence connais-toi toi-même, c'est une douce sentence, car ce dieu ne cache point et ne proclame point, mais ne fait qu'indiquer, comme a dit Héraclite. C'est une allusion au texte que j'ai cité tout à l'heure. Où vous conduit-il? Il y a eu des siècles où les Grecs se trouvaient exposés à un danger analogue au nôtre, au danger d'être envahis par ce qui appartient à l'étranger et au passé, au danger de périr par l'histoire. Jamais ils n'ont vécu dans une fière exclusivité, leur culture fut tout au contraire, longtemps un chaos de formes et des conceptions exotiques, sémitiques, babyloniennes, lydiennes et égyptiennes, et leur religion une véritable guerre des dieux de tout l'Orient. De même qu'aujourd'hui, la culture allemande et sa religion sont un chaos agité, dans une lutte perpétuelle de tout l'étranger, de tout le passé. Or, malgré cela, la culture hellénique ne devint pas un agrégat grâce à leur sentence apollinienne. Les Grecs apprirent peu à peu à organiser le chaos, en se souvenant, conformément à la doctrine delphique, d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leurs besoins véritables, en laissant dépérir les besoins apparents. C'est ainsi qu'ils rentrèrent en possession d'eux-mêmes, ils ne restèrent pas longtemps les héritiers surchargés et les épigones de tout l'Orient, ils devinrent, après une lutte difficile contre eux-mêmes, par l'interprétation pratique de cette sentence, les heureux héritiers de ce trésor, sachant l'augmenter et le faire fructifier, précurseurs et modèles de tous les peuples civilisés à venir. C'est parfait. Du coup, si vous pouvez même mettre la fin que je ne vais pas citer, mais qui est vraiment très bien, puisque Nietzsche, en fait, ensuite nous a cité la même chose de manière individuelle. Donc Nietzsche débute ici son injonction à la jeunesse allemande en rappelant la sentence delphique, connais-toi toi-même, et en fait il fait un éloge de cet impératif qui a permis aux Grecs, et c'est pas un éloge ironique du tout ici, c'est donc un éloge de cet impératif qui a permis aux Grecs de se recentrer, de rentrer en possession d'eux-mêmes, et au fond que ce soit pour un individu ou pour un peuple, l'unité n'est jamais en fait donnée d'emblée. Où nous conduit la sentence du dieu, Apollon, se demande Nietzsche. C'est dire en même temps que la connaissance de soi vise non seulement le passé, mais également l'avenir, raison pour laquelle le philosophe s'adresse évidemment ici à la jeunesse. La culture grecque était largement composite, dotée de tant d'influences différentes et exotiques qu'elle était habitée par un véritable chaos qui la menaçait. Et une culture ne peut être un ensemble d'agrégats, si vous voulez. Nietzsche ne cesse de le dire à l'époque des inactuels. Donc les Grecs apprirent peu à peu à organiser le chaos en se souvenant effectivement d'eux-mêmes, grâce à la sentence delphique, de leurs besoins véritables, etc. Et au fond, la culture se caractérise pour Nietzsche par une unité qui a su, d'une part, se débarrasser du superflu, conformément au rien de trop, la sentence delphique, que Nietzsche connaît très bien évidemment, et qu'il cite très régulièrement, et d'autre part, en assimilant des éléments étrangers. Les Grecs ont su se recentrer, unifier les éléments disparates qui leur venaient d'ailleurs et donner une direction d'ensemble à leur chaos intérieur. Je vous rappelle qu'évidemment Dionysos est un dieu étranger. L'organisation de ce chaos est ainsi une tendance à la mesure, puisqu'on organise en discriminant les besoins véritables d'une culture et ceux qui sont superflus. La culture ne peut rester une si elle absorbe toutes les influences extérieures. Ce qui la menace, donc, si vous voulez, sans cette organisation, c'est la perte de l'unité qui lui donne sa force et de n'avoir plus qu'une unité agrégative, toujours sur le point de se dissoudre. Et donc la culture ne doit pas être la simple décoration de la vie, mais ce qui lui donne sa force en la dynamisant. Donc Nietzsche appelle ses Allemands contemporains, et donc la jeunesse en particulier, à faire de même. Et c'est à eux encore qu'il s'adresse dans la troisième ligne actuelle, dans cette idée qu'évidemment la jeune âme est très sensible à la dimension du devenir soi et de ne pas tomber dans une vie de paresse, etc., qui est toujours ce qui guette effectivement les hommes, et une vie en fait reproductible à merci, etc. Mais au fond, donc, ici, ce n'est pas la connaissance pour la connaissance, évidemment, que Nietzsche recommande, mais la connaissance en vue d'une certaine maîtrise de soi, d'une certaine unité de soi ou de la culture. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche reprend ce motif du chaos en faisant, semble-t-il, l'éloge de celui-ci et d'une certaine multiplicité intérieure. Le texte est extrêmement connu.
Je vous le dis, il faut avoir encore du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Je vous le dis, vous avez encore du chaos en vous. Mais il n'y a pas donc, à mon sens, de contradiction avec ce que dit la deuxième ligne actuelle, que Nietzsche a écrit par ailleurs bien plus tôt. Si on perçoit en fait ici qu'à un premier moment, le chaos devra sans doute être dépassé ou unifié pour pouvoir créer et pour mettre au monde quelque chose d'original et de léger, ce qu'il attribue du divin chez Nietzsche. Mais le chaos est nécessaire comme soubassement ou point de départ parce qu'il est stimulant et qu'en fait il fait signe vers une certaine richesse. Une culture donc qui n'accepte aucun élément étranger, qui ne retravaille pas en permanence les valeurs qui la constituent, est une culture en dépérissement. Et Nietzsche ne nous invite jamais à vivre fermés sur eux-mêmes, ce qu'il disait par rapport aux Grecs, jamais ils ne vécurent dans une fière exclusivité. Donc leur force, ce fut justement cette capacité à tolérer l'élément étranger, à se l'assimiler, à le faire sien, comme ils ont su le faire avec cette tendance étrangère que constituait le dionysiaque. Ce qui renvoie ultimement, donc dans la deuxième ligne actuelle, à notre force plastique. Le point de départ donc, du texte, la deuxième actuelle que j'ai citée, est un peu étonnant parce que, en fait, justement, l'histoire est pensée comme un élément étranger, mais au regard de l'ensemble de l'œuvre, notre passé composite nous est en effet d'abord étranger et peut devenir aliénant si nous ne sommes pas capables de nous le rendre présent. On peut évidemment périr de l'histoire si nous ne maîtrisons pas notre passé. Donc l'organisation du chaos historique ou pulsionnel permet ainsi, à l'instar de la connaissance de soi, de rentrer en possession de soi, comme le dit encore Nietzsche dans un fragment posthume à la même période, c'est le 29-192, prendre possession de soi-même, organiser le chaos, rejeter toute crainte de la culture et être honnête. Exhortation au gnotisotone, non pas dans le sens d'une rumination, mais pour savoir vraiment quels sont nos véritables besoins. À partir de là, rejeter ce qui nous est étranger et grandir sur notre propre fond, non pas nous adapter à quelque chose d'extérieur. Et donc la connaissance de soi est ici directement liée à la modération, la maîtrise, puisque la gnotisotone commande une compréhension précise de ce que l'on est, des besoins qui sont véritablement les nôtres. Nietzsche ne nous demande toutefois pas de rejeter donc, ce qui est étranger, mais ce qui nous est étranger, au sens où nous ne saurions l'assimiler. Je me répète beaucoup, je suis désolé. Au fond, donc il ne s'agit pas simplement de s'adapter à l'élément extérieur, c'est-à-dire de se rendre tellement plastique, pour reprendre la métaphore de Nietzsche, que l'on pourrait changer à l'envie. Et de ce point de vue, enfin, j'insiste encore parce que c'est une lecture qu'on fait très très souvent sur le devenir soi, qui serait une pure création de soi par soi, etc. Et je vais dire du mal d'un ami, donc c'est jamais agréable, mais enfin, dans le petit livre qu'il a consacré au devenir soi, Dorian Astor en fait commence en disant qu'au fond, le devenir soi, c'est une création de soi par soi, qu'on n'a aucun soi effectivement que l'on serait d'emblée. En fait, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et même on arrivera à quelque chose de potentiellement universel. Et en fait, je pense que c'est pas du tout la perspective de Nietzsche. D'une part, évidemment, il y a vraiment une insistance sur l'individualité, évidemment, que l'on doit chercher à obtenir. Et en fait, c'est pas une pure création de soi par soi, même si le soi, évidemment, est devant soi, qu'on projette une image de soi, etc. Il y a bien un lien avec ce que l'on est vraiment, avec des besoins que nous sommes. Et en fait, toutes les métaphores que Nietzsche emploie pour penser le soi et les besoins qui sont les nôtres, les qualités qui sont les nôtres, et l'unité psychologique du soi dans la troisième ligne actuelle, en fait, vont dans ce sens-là. Il ne s'agit jamais une pure création de soi par soi, évidemment. Il y a bien une forme de continuité, même dans le dépassement de soi. Et donc, de cette façon, dans Ecce Homo, Nietzsche cherche bien à réinterpréter l'unité de sa vie, et c'est comme ça qu'il écrira effectivement qu'il accomplit sa promesse. Donc ici, pour en revenir là à la deuxième ligne actuelle, il s'agit bien de se connaître suffisamment soi-même pour savoir ce que l'on est capable d'assimiler ou non, sans que le soi se retrouve écartelé entre des éléments tellement hétérogènes qu'il ne saurait les synthétiser. Et donc ce recentrement, cet impératif de la connaissance de soi, nous renvoie ainsi également à cette image des racines que l'on a au début du livre, paragraphe 1, puisque celui qui a de fortes racines risque moins d'être bougé par les vents extérieurs. Et donc on voit bien qu'il y a quand même une vraie attention à l'identité aussi que l'on va pouvoir conserver, même si c'est une identité qui est fluide. Plus la nature d'un homme, dit Nietzsche, possède de fortes racines, plus il s'appropriera de parcelles du passé. Donc la difficulté ici, c'est d'accepter qu'une culture, mais ça vaut également pour un individu, ne soit pas d'emblée unifiée, qu'elle parte d'un chaos d'influence qui la menace, et qu'elle doive s'unifier à partir de là pour devenir une culture au sens fort et ne pas rester un simple agrégat. Les Grecs ont été sauvés de cela par le précepte delphique. Il faut également que les Allemands se connaissent eux-mêmes pour régénérer leur culture. La connaissance historique peut ainsi servir la vie si elle est discriminante, elle peut au contraire la desservir si elle est détachée de cette fin.
Et donc, la connaissance historique, lorsqu'elle se limite à n'être qu'une connaissance, risque de tuer la vie en l'homme, sa capacité de régénération, de transformation de soi, qui lui permet de s'adapter au présent et d'anticiper les nouvelles formes de vie qui seront nécessaires pour affronter le futur. Je cite le deuxième inactuel, c'est le paragraphe 1 toujours. Pour pouvoir déterminer ce degré, et par celui-ci les limites où le passé doit être oublié sous peine de devenir le fossoyeur du présent, il faudrait connaître exactement la force plastique d'un homme, d'un peuple, d'une civilisation. Je veux dire cette force qui permet de se développer hors de soi-même, d'une façon qui vous est propre, de transformer et d'incorporer les choses du passé, de guérir et de cicatriser des blessures, de remplacer ce qui est perdu, de refaire par soi-même des formes brisées. Quel degré nuit à l'individu au point de risquer de le faire périr, au sens métaphorique, de l'atrophier, de tuer la force vitale qui est en lui? C'est ça la question que pose Nietzsche en fait ici. Et donc pour déterminer cela, il faut connaître l'individu ou le peuple en question. Ce qui signifie effectivement que le degré de sens historique, bon ou mauvais, n'est pas décrétable en soi, évidemment. Donc il y a un usage possible de l'histoire qui dépend de la force de l'individu, et donc qui suppose une connaissance de l'individu. Et donc, Nietzsche se demande dans quelle mesure le passé doit être oublié sous peine de devenir le fossoyeur du présent, puisque trop de connaissances historiques tuent celui-ci, l'action vitale, la possibilité même d'agir, ce qui fait que le présent ne serait jamais que l'éternelle répétition du passé. Pour déterminer ce degré d'oubli nécessaire, il faudrait connaître exactement la force plastique d'un homme, donc dit Nietzsche. On voit donc que la connaissance de l'homme, ici de l'individu, est bien nécessaire pour appréhender le rapport au passé qu'il peut se permettre d'entretenir. Il faut connaître sa propre force plastique, puisque la plasticité d'un individu, c'est sa capacité à recevoir une culture historique sans être écrasé par elle. C'est sa capacité à se développer hors de soi-même, à engendrer du nouveau à partir du passé, et donc ainsi à créer. Et donc la force plastique ou vitale de l'individu traduit la façon dont celui-ci est capable d'utiliser le passé au présent, de transformer, d'incorporer les choses du passé, écrit Nietzsche, de s'approprier celui-ci, donc de le faire sien. Le grand individu, celui qui possède une telle force, est capable de s'approprier l'histoire, de l'interpréter pour lui, d'une façon qui vous est propre, c'est-à-dire de ne pas répéter le passé par son action, mais d'agir au sens propre en transfigurant celui-ci par son individualité. Et donc Nietzsche va développer plus tard un concept d'interprétation très connu évidemment, qui ne désigne pas une connaissance ramenant à l'identique, mais le fait de s'approprier quelque chose de façon en fonction de notre perspective. Donc nous avons vu que la connaissance ne vaut jamais en elle-même, mais seulement en vue de la culture et d'un renouveau de celle-ci. Ainsi donc on peut également interpréter avec Nietzsche, et dès la deuxième inactuelle, la connaissance de soi comme condition du devenir soi. Il y a bien un usage positif de l'histoire et donc de la connaissance de soi en vue de la vie elle-même. Et c'est ce que confirme en fait encore cette référence à Delphes que l'on trouve en fait dès le milieu de l'ouvrage, Nietzsche écrivant, c'est le paragraphe 6, « La parole du passé est toujours parole d'oracle. Vous ne l'entendrez que si vous êtes les constructeurs de l'avenir et les interprètes du présent. » Et donc la parole oraculaire, celle des prêtres delphiens, n'est pas mauvaise en soi. Il faut nous rappeler ici évidemment que la transe de la Pythie ne produit pas une connaissance de type scientifique. Ainsi rapporté à Apollon, le dieu de l'individuation pour Nietzsche, la connaissance qui est délivrée à la Pythie n'est pas un savoir objectif, c'est pas une connaissance pure, c'est bien une connaissance d'un type très particulier qu'il faudra interpréter, puisqu'elle est bien délivrée à l'occasion d'une transe, ce que disait aussi Platon dans le Timée. Dans la deuxième inactuelle, évidemment c'est le philosophe d'ailleurs qui interprète le message délivré par la Pythie pour Platon. Dans la deuxième inactuelle, la tendance historique n'est qualifiée de mauvaise que si la connaissance du passé réifie notre présent et notre avenir. Mais loin de n'être que purement négative et limitative, la connaissance de soi qui consiste d'abord à maîtriser son passé peut également nous permettre de nous projeter vers l'avenir. Et Nietzsche poursuit ainsi. On explique maintenant principalement l'extraordinaire influence, si lointaine et si profonde, des oracles de Delphes par ce fait que les prêtres delphiens avaient une connaissance approfondie du passé. Du moment que vous regardez dans l'avenir, que vous vous imposez un but sublime, vous maîtrisez en même temps cet instinct analytique exubérant qui maintenant ravage pour vous le présent et qui rend presque impossible toute tranquillité, tout paisible développement, toute maturité. Élevez autour de vous le rempart d'un espoir sublime et vaste, d'une aspiration pleine d'espérance. Formez-vous une image à quoi l'avenir doit correspondre et oubliez de croire que vous êtes des épigones, ce qui est une superstition. Évidemment, il y a ces contre-gueules aussi, que Nietzsche écrit ça. L'individu ne doit pas comprendre le passé et ses prédécesseurs comme la seule norme possible, mais donc doit ressaisir ce passé, lorsqu'il y a de meilleurs et de plus élevés, pour former une image de l'avenir.
Et donc Nietzsche appelle explicitement l'individu à faire de même que les Grecs dans le dernier paragraphe du livre, puisque juste après, juste après le texte qu'on a, c'est peut-être sous vos yeux d'ailleurs, Nietzsche écrivait « Ceci est une parabole pour chacun de nous, il faut organiser le chaos qui est en lui, en faisant un retour sur lui-même pour se rappeler ses véritables besoins. » Et donc, il s'agissait d'organiser son propre chaos en vue de son individualité propre, qui est marquée par des besoins qui nous sont, pour le coup, idiosyncrasiques. Donc, on comprend qu'une connaissance positive est possible de la deuxième ligne actuelle, à la condition expresse qu'elle soit de type interprétative. Il ne s'agit pas de sacrifier absolument la dimension de la connaissance à la vie, mais au fond, le dionysiaque, bien compris, de nous conduire à ressaisir ce passé pour le dépasser. Et au fond, à mon sens, le dernier paragraphe, le paragraphe 10, la deuxième ligne actuelle, jette un pont entre celle-ci et la suivante, et sert comme de transition, puisque Nietzsche il insiste bien sur le fait qu'il faut désormais comprendre le geste des Grecs pour soi, c'est ce qui va se passer en fait dans la troisième ligne actuelle, et nous invite à devenir ce que nous sommes, ce qui est évidemment la thématique qui fait l'objet de la troisième ligne actuelle. Est-ce que j'ai le temps de lire un petit texte encore, juste avant de conclure ou pas? Oui, on est bon. Merci. Pour le coup, je vais lire un texte très, très célèbre aussi, mais que j'aime beaucoup. Au fond, donc, l'idée d'interprétation de soi est bien présente encore à la troisième ligne actuelle, où Nietzsche ne nie en réalité pas absolument le besoin d'une recherche de soi, évidemment. Et à un certain moment, dit Nietzsche, l'âme doit bien s'interroger sur ce qu'elle est. Et donc je cite, c'est le paragraphe 1, on peut peut-être le trouver, Ondine, si vous pouvez le mettre là, de troisième actuelle. Mais comment nous retrouver nous-mêmes? C'est pas grave, sinon de toute façon j'ai bientôt fini, donc je vais le lire lentement. Mais comment nous retrouver nous-mêmes? Comment l'homme peut-il se connaître? Que la jeune âme se retourne vers sa vie intérieure et se demande « Qu'as-tu vraiment aimé jusqu'à ce jour? Quelles choses t'ont attiré? Par quoi t'es-tu senti, dominé et tout à la fois comblé? Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets vénérés. » Évidemment, ça nous fait beaucoup penser à ce que va faire Nietzsche dans Ecce Homo. Fais repasser sous tes yeux la série entière de ces objets vénérés et peut-être te livreront-ils, par leur nature et leur succession, une loi, la loi fondamentale de ton vrai moi. En fait, il y a Schopenhauer aussi derrière. Bon, évidemment, c'est la troisième actuelle, donc c'est Schopenhauer éducateur. Et en fait, Nietzsche reprend dans cette actuelle le motif du cairn, qui constitue notre noyau, sauf que chez Schopenhauer, évidemment, ce noyau était métaphysique. Notre identité est absolument inaliénable, inaltérable chez Schopenhauer. On ne peut pas être autre que ce que l'on est. Et que ce motif du noyau en fait devient psychologique. Donc c'est là que en fait, Nietzsche récupère un motif qui vient de Schopenhauer tout en déplaçant la dimension, puisque là où le noyau de la personnalité était quelque chose de absolument métaphysique, est absolument inchangeable, pour Nietzsche ça devient une unité psychologique qui va se reconstruire autour des besoins qui sont les nôtres les plus véritables et des qualités que l'on veut synthétiser et garder autour de nous, si vous voulez. Donc c'est ça au fond la loi fondamentale de ton vrai moi. Et Schopenhauer parle aussi d'un compas, que Nietzsche aussi reprend, mais bon, peu importe. Compare ces objets, voit comme ils se complètent, s'élargissent, se surpassent, se transfigurent mutuellement, comme ils forment une échelle graduée sur laquelle, jusqu'à présent, tu as grimpé jusqu'à ton moi. Car ton essence vraie n'est pas cachée au fond de toi, elle est placée infiniment au-dessus de toi, ou du moins de ce que tu prends communément pour ton moi. Et en fait, c'est là que s'inscrivent toutes les lectures qui font en fait du soi quelque chose qui serait pure création de soi par soi. Mais c'est pas parce qu'on se forme une image de soi, etc., que celle-ci est pure création, puisqu'elle se fait justement à partir des objets qu'on a vénérés, des qualités au fait que l'on veut effectivement conserver, et des choses qui nous paraissent aussi essentielles à soi, même si on va pouvoir reconfigurer tout ça. Il ne s'agit pas de devenir complètement autre. C'est pas ça le dépassement de soi chez Nietzsche, à mon avis. Tes vrais éducateurs, ceux qui te formeront, te trahiront ce qui est vraiment le sens originel et la substance fondamentale de ton essence, ce qui résiste absolument à toute éducation et à toute formation, quelque chose en tout cas d'accès difficile, comme un faisceau lié et rigide. Tes éducateurs ne peuvent être autre chose que tes libérateurs. Donc ici, si vous voulez, il est manifeste que la dimension de la connaissance de soi n'est pas absente du processus. Mais ce texte nous invite à penser que cette connaissance autrement, et il nous intéresse particulièrement, pour le coup pour un texte de relative jeunesse, en ce que Nietzsche il fait déjà du soi davantage quelque chose que l'on projette devant soi comme un horizon, plutôt que quelque chose qui serait purement intérieur. Même si c'est quand même quelque chose que, en un sens,
qui est intérieur au sens où nos éducateurs vont être nos libérateurs, vont trahir, enfin on va trahir dans le processus d'éducation qui on est vraiment. Donc il y a quand même, c'est, comment dire, c'est pas simple si vous voulez comme, c'est pas soit il y a quelque chose qui est intérieur, soit il y a quelque chose qui serait pure création si vous voulez. Et donc au fond, se dégage clairement à partir de ce texte, plus clairement encore que dans la deuxième ligne actuelle, la possibilité d'une compréhension de soi comme interprétation, comme modélisation d'un soi, comme un modèle que l'on tendrait devant soi pour être ensuite capable de devenir soi. Ce qu'on va retrouver aussi beaucoup dans Humain trop humain. Il s'agit de définir la loi fondamentale de ton vrai moi. Celle-ci s'exprime dans des goûts qui sont individuels, qui sont idiosyncratiques, ce pourquoi évidemment devenir soi n'est pas du tout le fait de devenir impersonnel, hein, comme on peut le lire parfois, etc. Et c'est pas du plotin en fait, hein, en gros, pour aller rapidement. Et donc il s'agit bien de devenir soi, ce que l'on est par soi-même, différent de tous les autres. Et ça, Nietzsche insiste quand même beaucoup par ailleurs. Donc ça s'exprime dans nos goûts individuels, idiosyncratiques, qui manifestent l'individualité de notre personne. C'est à partir des objets qu'on a vénérés, peut-être aussi des personnes qu'on a respectées ou admirées, évidemment Wagner et Schopenhauer pour Nietzsche, que l'on est capable de se connaître soi-même, puisque notre moi supérieur s'y manifeste, et à partir de cette interprétation de soi, on peut désormais grandir et monter vers notre vrai soi. Donc, au fond, le modèle tel qu'il peut s'incarner dans la figure du maître, c'est un des moyens, selon Nietzsche, de se hisser à sa véritable potentialité, même si, bien sûr, on ne rend pas service, comme le dit Nietzsche par ailleurs, à un maître en restant toujours le disciple. Bon, je n'ai pas le temps de développer non plus ça ici, parce que je veux quand même faire une mini-conclusion où je fais un tout petit lien avec Platon, même si c'est un peu artificiel, j'en ai conscience, pour revenir sur mon point de départ. Je pense pas qu'il nous demande de quitter la salle à 12h30. D'accord, oui, mais je veux quand même laisser un peu de place pour la question. Non, mais il y aura D'accord. du temps pour les questions, on peut discuter jusqu'à 13h. Ah oui, non, mais je veux pas imposer ça aux gens, hein. D'accord. Non, je vais quand même faire ma conclusion, puis c'est quand même la fin du colloque, je veux pas laisser trop traîner les choses non plus. Donc au fond, en conclusion sur la philosophie nietzschéenne de ce point de vue-là, en fait, l'interprétation que j'en donne me permet effectivement de poser un pont entre Nietzsche et Platon. Puisque la connaissance de soi n'est pas non plus chez Platon, en tout cas dans la lecture que j'en fais dans ma thèse, elle n'est pas simplement au départ du processus. Et alors de ce point de vue-là, Foucault, qui est souvent critiqué dans la maîtrise du sujet, etc., pour tout un tas de raisons, et pour des raisons aussi philologiques, puisque Foucault effectivement parlerait de sujets à partir de Laotos. Il y a un livre effectivement connu de Vincent Carreau sur l'invention du moi, qui dit que Laotos c'est pas un sujet, évidemment il ne faut pas projeter un vocabulaire très moderne, cartésien là-dessus, même si je pense que l'usage qu'en fait Foucault est quand même défendable pour un certain nombre de raisons. Foucault est très fin, à mon sens, dans la lecture qu'il donne de l'Alcibiade. Et là-dessus, je pense qu'il est même plus fin que beaucoup d'interprètes de Platon qui, en fait, expliquent que dans l'Alcibiade, la connaissance de soi est simplement relayée par l'Epimélégia et Autou, donc par le souci de soi. C'est ce que dit d'ailleurs Prado, hein, par exemple, dans l'introduction en GF de l'Alcibiade. Et en fait, Foucault montre bien qu'en fait, dans la texture du dialogue, il y a constamment des allers-retours de l'un à l'autre et qu'en fait, c'est une dynamique très réciproque. Et donc moi j'ai travaillé aussi à montrer qu'effectivement la connaissance de soi est quelque chose qui accompagne tout le processus du travail sur soi chez Platon, et que c'est pas quelque chose qui est en un sens secondaire hein, par rapport au souci de soi, au sens où ça évacuerait effectivement cette dimension. Bref, je suis obligé d'aller un peu vite, mais au fond, donc chez Platon, effectivement, je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose qui soit simplement au départ du processus. Et j'essaie de montrer que la connaissance de soi de type interprétative, qui nous permet aussi de voir ou d'entrevoir ce que l'on peut devenir, peut aussi être conçue chez Nietzsche comme une activité dynamisante qui nous oriente immédiatement vers un devenir soi. Et donc je ne prends pas trop au sérieux tout le temps les textes où Nietzsche nous dit qu'au fond il ne s'est jamais cherché lui-même, qu'il ne se connaît pas tellement bien lui-même, qu'au fond pour devenir qui on est, il ne faut absolument pas soupçonner ce que l'on est, comme il a dit dans Ecce Homo. En un sens, oui, parce qu'il faut évidemment que le travail soit là d'abord, hein, et là vraiment il hérite de Pindare complètement. Et en même temps, je pense que c'est quand même un peu plus subtil hein, ce qui se joue à mon avis. Et donc voilà, et j'ai aussi voulu défendre, si vous voulez, chez Platon, une conception analogue au sens où ce qu'on découvre dans la connaissance de soi, c'est pas quelque chose qui serait absolument immédiatement stable. Hein. De sorte que la connaissance n'arrête pas le mouvement, mais en fait le lance tout au contraire. Hein.
Et c'est une discussion que j'avais eue avec Frédéric une fois à propos de Monique Dixot, qui va effectivement un petit peu loin, même si moi j'aime beaucoup la lecture qu'elle a fait de Platon par ailleurs, où effectivement, comme a dit très justement Frédéric, à un moment elle en fait quasiment un penseur du mouvement, Platon. Et alors c'est vrai que par rapport aux reproches d'égypticisme chez Nietzsche, hein, où au fond Platon est pris de stabilité, d'intemporel, etc., on en est quand même très loin. Mais je pense qu'effectivement, dans un sens, elle a raison de travailler dans l'autre sens, même si, comme le fait souvent Dixot, elle va souvent un peu trop loin. Même si c'est une lecture très stimulante, hein. Et au fond, donc, ce qu'on découvre, lorsqu'on découvre le soi, que le soi c'est l'âme chez Platon, que celle-ci est un principe de mouvement, c'est la définition que donne Platon de l'âme, hein, dans le Phèdre comme dans les lois. On comprend en même temps donc que l'âme est quelque chose d'animé, que le soi est quelque chose de lancé vers une fin, comme un télos, ce qui fait que, là encore, la connaissance de soi nous met immédiatement en tension vers un devenir soi et nous projette au-delà de ce que nous étions immédiatement. Et de plus, que si la connaissance de soi nous invite surtout à déceler certaines qualités dans l'âme, pour pouvoir reconnaître l'éducation qui nous convient, c'est le propos de la République, il faut aussi voir que le soi ne se limite pas absolument à ces qualités qui ne font que pointer vers lui et qu'il ne suffit pas d'avoir un naturel philosophe, puisqu'il nous incombe aussi d'essayer de devenir proprement, si ce n'est sage, du moins philosophe. Et donc, loin de n'être qu'une philosophie éprise d'égypticisme, au fond, c'est à laquelle nous invite Platon de nous projeter vers un certain devenir soi, et l'on ne prendra peut-être véritablement conscience de ce soi que parce que l'on aura, là aussi, d'abord agi. Ce qui rapproche effectivement Platon aussi de Pindare, ici. Donc, et enfin, donc, si la connaissance de soi ne saurait être au départ de la pratique, chez Nietzsche, en tout cas certainement pas de manière objective, nous soutenons également qu'une interprétation de soi pouvait accompagner celle-ci, accompagner le devenir soi, pardon, ou accompagner cette pratique, et même venir embrasser en retour le mouvement de notre vie, et donc du devenir soi, pour nous en donner une certaine représentation. Évidemment, ça c'est un motif qui est très présent chez Pindare, qui est aussi très présent chez Schopenhauer, que Nietzsche connaît évidemment très très bien, et à mon avis qui est très présent dans Ecce Homo. Donc devenir soi, c'est toujours en même temps interpréter ce soi, et inversement, l'interprétation de soi est toujours en même temps une certaine pratique, un certain travail sur soi. Si Nietzsche donc omet la fin de la formule de Pindare, et si celle-ci était déjà de la part du poète une réinterprétation de la sentence delphique, nous soutenons donc que l'éthique que le philosophe allemand essaie de construire pour lui-même n'est jamais au contraire, n'est jamais contraire à un connaître toi-même bien compris, ce par quoi Nietzsche en fait est plus proche de Platon qui ne semble en avoir conscience à ce point, ou plutôt qu'il le reconnaît publiquement, hein, comme vous savez très bien, hein, Platon, Socrate m'est si proche que j'ai toujours un combat à mener avec lui, Platon est mon grand adversaire, comme je suis fier d'avoir un si grand adversaire, etc. Et en fait, là encore, l'appréciation que Nietzsche donne de Platon dans ses cours et dans ses notes est extrêmement différente. Et un point évidemment singulier, mais c'est un point parmi d'autres qu'a très bien soulevé Anne Merker, mais je pense que vous connaissez, parce que j'ai entendu plusieurs fois effectivement qu'on parlait des œuvres philologiques qui sont en train d'être éditées, c'est comment dire, l'évaluation inversée entre le crépuscule des idoles et le cours sur Platon, où dans le cours sur Platon, Nietzsche dit à ses étudiants, Platon est celui qui n'a jamais renoncé. Jusqu'à la fin, il écrit de la politique, il fait de la politique, ça finit par les lois, n'a jamais renoncé à transformer le monde. Et dans le crépuscule des idoles, évidemment Platon c'est autre chose que Platon, ici à mon avis. Platon, au contraire de Thucydide, qui voit la réalité de manière froide, etc. Platon c'est celui qui a fui dans l'idéal, qui a renoncé à la politique, qui a renoncé à ce monde pour fuir dans l'idéal. Et c'est là qu'effectivement il faut vraiment faire la part des choses entre ce que dit Platon ce que dit Nietzsche de Platon dans les œuvres publiées et ce qu'il écrit par lui-même par ailleurs. Il y a un autre texte aussi assez célèbre, hein, quand Nietzsche justement ils sont en train de relire les lois à ce moment-là à Sorrente, si je dis pas de bêtises, et où Nietzsche dit mais quand je relis effectivement Platon, je me rends compte à quel point mon Zarathustra, il y a platonizei, hein, donc il va faire un verbe, à quel point mon Zarathustra platonise. Voilà, je vous remercie.